Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 4 juin 1789, alors que la France, ou du moins Versailles, vit au rythme de la réunion des États généraux, la famille royale est en larmes. On vient de perdre le dauphin, le jeune Louis-Joseph de France. Il est mort à 7 ans et demi, vous imaginez, d'une tuberculose osseuse. Il était venu au monde en 1781 et à l'époque, il était tout l'espoir du royaume. Sa santé a toujours été fragile, son état n'a cessé de décliner. Il a vécu avec des corsets, avec des appareils pour l'aider à marcher, le pauvre enfant. Il s'est donc éteint au château de Meudon, entouré de sa famille, dans le désespoir que vous imaginez, dans les jupons de la reine. La fille aînée du couple, la seule survivante, Marie-Thérèse, éclate en gros sanglots. C'est une peine terrible. Elle perd ce frère qu'elle aimait tant, dont elle était tout juste l'aînée, Marie-Thérèse Charlotte, qu'à la cour on a pris l'habitude d'appeler Madame Royale, et qui va dominer d'une certaine manière toute l'histoire de cette famille royale dans les années de calvaire qu'elle va traverser et qui sont celles de la Révolution française. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 19 décembre 1778 que la reine, elle avait 23 ans, Marie-Antoinette, a mis au monde son premier enfant. Et vous savez qu'on l'attendait, cet enfant, soulagement pour le couple royal, tant proliféraient les rumeurs sur l'infertilité du roi et de la reine. Alors, c'est vrai qu'on attendait un fils, un dauphin, mais au moins, il y a eu un enfant et déjà, c'était extraordinaire. Il a été décidé donc que cette jeune fille porterait le titre de Madame Royale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une madame à la cour, l'épouse de Monsieur, comte de Provence, le premier des frères du roi, le futur Louis XVIII. Et pour ne pas vexer Madame, eh bien, on a titré la petite fille Madame Royale. Elle va s'épanouir, Marie-Thérèse, dans le cocon de la cour de Versailles, couvée par ses parents, par ses gouvernantes. J'insiste sur le caractère très particulier de l'éducation que va lui donner Marie-Antoinette, qui tient à surveiller elle-même l'éducation de ses enfants, ce qui à l'époque est une totale révolution. Il faut croire que les idées de Rousseau se sont propagées jusque dans le sein de la famille royale. Et puis, il y a donc cette réunion des États généraux en mai 89, pendant la maladie du frère qui finit par mourir. Donc, le grand deuil de la famille royale qui, en même temps, doit assumer les grands bouleversements politiques de cette époque. Et puis, arrivent les 5 et 6 octobre, ce qu'on appelle les journées d'octobre. Et là, c'est le calvaire. Vous avez cette horde d'émeutiers qui arrivent de Paris. On dit surtout des femmes, mais il n'y avait pas que des femmes dans cette foule qui viennent d'abord, dans un premier temps, à l'Assemblée nationale, mais qui, de l'Assemblée nationale, sont reportés vers le château de Versailles. Et finalement, vous savez que le 6 octobre, le roi, la reine, la famille royale vont repartir, ce qu'on appelait le boulanger, la boulangère et le petit mitron, repartent pour Paris. Enfin, quand je dis repartent, s'en vont pour Paris. C'est la fin d'un siècle de monarchie française à Versailles. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des bouleversements vraiment terribles pour cette jeune fille. Vous imaginez, avec l'étrange mode de vie qui se met en place aux Tuileries, où l'on conserve les usages de la cour, bien entendu, mais les gardes françaises sont remplacées par des gardes nationaux. Madame Royale commence à comprendre que son père n'aura pas la possibilité de s'imposer vraiment dans cette marche à la Révolution qui est très avancée maintenant. La Bastille a été prise le 14 juillet précédent, bien entendu. Marie-Antoinette a supplié Louis XVI d'abord de quitter Versailles, et puis, quand c'était trop tard, de quitter Paris et la France. Et Louis XVI va finir par s'y résoudre. Vous vous rappelez ce terrible épisode de ce qu'on a appelé, alors c'est pas tout à fait le bon terme, on y reviendra d'ailleurs un de ces jours, j'ai beaucoup parlé de ça, mais c'est un sujet tellement essentiel, ce qu'on appelle la fuite à Varennes. Marie-Thérèse fait partie évidemment de la terrible équipée, de tous les moments affreux que j'ai vus depuis. Ce fut un de ceux qui me frappa le plus et dont l'horrible impression me resta toujours, dit-elle, quand elle raconte le retour à Paris de la famille royale sous les crachats de la foule.
Les Tuileries deviennent à ce moment-là une sorte de résidence surveillée, il faut bien le dire, et les événements vont s'enchaîner jusqu'au 20 juin 1792 avec le premier assaut sur les Tuileries, et puis bien sûr le 10 août, quand la commune insurrectionnelle de Paris finit par entrer dans la résidence royale. Ça va bientôt être la chute de la monarchie en France, c'est une question d'heure maintenant. Et évidemment que c'est difficile. Son caractère devint sérieux, dit madame de Tourzel, qui a évidemment, élevé les enfants de France. Elle parle de Marie-Thérèse Charlotte. Son caractère devint sérieux. Elle perdit tout ce qui tenait à l'enfance et sembla dès lors associer son jeune courage à celui de sa mère. Voilà une bonne clé pour comprendre le parcours de Marie-Thérèse. Elle se coule en quelque sorte dans ce que nous appellerions, nous, avec le terme actuel, la résilience de Marie-Antoinette. Le roi donc a été déchu, arrêté, tout le monde est en prison, à la prison du Temple, dans cet austère donjon dont l'origine est du XIIe siècle, avec ses 4 tourelles sinistres. Vous savez, la reine avait d'ailleurs voulu faire détruire ce donjon. Elle l'avait demandé à son beau-frère, le comte d'Artois, qui avait fait construire en revanche une somptueuse demeure, enfin décorer une somptueuse demeure dans l'enclos du Temple. Finalement, ça n'a pas été fait et c'est devenu la nasse, c'est devenu la prison de cette famille royale. Et Marie-Thérèse Charlotte est là avec son plus jeune frère maintenant, celui qui est devenu le dauphin désormais, avec sa tante, Madame Élisabeth, avec ses parents bien sûr qu'elle aime et chérit tant. Tout ce monde-là est en prison et il va bientôt y avoir le procès du roi, puis l'exécution du roi. Enfin, quand je vous parle d'un calvaire, d'une descente aux enfers en vérité. Vous écoutez Radio Classique. Au Temple, 250 gardes municipaux sont là pour surveiller nuit et jour la famille royale, enfin l'ancienne famille royale déchue qui maintenant est en prison, dans cette pénombre, au milieu de ces murs qui suintent. Et évidemment, les uns et les autres tombent malades. Le roi d'abord, puis le dauphin, qui attrape la coqueluche. La reine et Madame Royale vont prendre froid. Elles ont le nez rouge, les pauvres, elles ont un rhume terrible. La reine commence à souffrir de rhumatisme et la jeune Marie-Thérèse va avoir un traitement. Elle a droit à un traitement dépuratif avec des infusions de safran coupé avec du lait. La vérité, c'est que la commune pense que les flacons qu'on transmet aux prisonniers présentent sur leurs étiquettes des messages codés et donc on arrête tout simplement de fournir des médications. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et le 11 décembre, vous savez que Louis Capet, comme on l'appelle désormais, est conduit devant la Convention nationale. Sa famille ne va pas le revoir pendant des semaines. Alors on arrive à faire passer quand même un petit mot rempli d'affection, un petit mot du roi à sa fille, le jour de son 14e anniversaire. Vous imaginez ça ? Et puis le 20 janvier 1793, eh bien, on informe Louis Capet de sa condamnation à mort. Et là, la famille est autorisée à venir voir le roi une dernière fois. Terrible scène que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, bien sûr, ces adieux, cet arrachement terrible. D'ailleurs, Madame Royale va s'évanouir aux pieds de son père. C'est le valet de chambre Cléry, vous savez, celui qui écrira ses passionnants mémoires, Jean-Baptiste Cléry, qui va la relever. Scène absolument bouleversante. Et puis on entend le lendemain à 10h des salves d'artillerie et des roulements de tambour et des hurrahs. Et Madame Royale, comme sa mère, comme sa tante, comme son frère, comprennent ce qui vient de se passer. Et pourtant, ce n'est que le début. Ça va aller encore plus loin. La Convention va finir par arracher le dauphin des bras de sa mère. Vous vous rappelez cette scène avec Louis-Charles qui hurle, chou d'amour, comme l'appelait Marie-Antoinette, sa mère, sa tante, sa grande sœur qui le couvrent de baisers, tandis qu'on l'enlève, qu'on l'emmène. Et le 2 août, on vient chercher cette fois Marie-Antoinette pour l'expédier devant le tribunal révolutionnaire. Elle demande à sa fille de ne pas perdre courage, de surtout prendre bien soin de sa santé. Vous imaginez tous ces arrachements terribles. Madame Royale a perdu d'abord son premier frère, je vous l'ai dit, de la tuberculose. Et puis donc,
Elle a vu partir son père, elle voit partir maintenant, sa mère qui va être exécutée. On ne les prévient pas, hein, quand la reine est guillotinée le 16 octobre après cette parodie de procès que vous connaissez. Madame Royale et sa tante, Madame Élisabeth, vont rester là pendant des semaines, que dis-je, pendant des mois, au 3e étage de la tour. Il y a toujours le petit frère qui, lui, est isolé à un autre étage, livré aux époux Simon, vous savez. Elle sait, Marie-Thérèse, à quel point on a complètement farci le crâne de son frère pour lui faire raconter à peu près n'importe quoi. On pourrait penser quand même là que cette jeune fille de 14 ans va céder, mais non. Il y a une espèce en elle de force de caractère assez extraordinaire. Il y a l'aide de la prière, il y a sa tante qui est là à côté d'elle, Madame Élisabeth, et donc elles ne vont pas se laisser abattre, ni l'une ni l'autre. Elles vont essayer de tenir, période qui fortifie le caractère de Madame Royale, bien entendu. Et puis, on finira par emmener Madame Élisabeth à son tour. Vous imaginez, on est là en mai 1794. C'est Fouquier-Tinville qui a obtenu de Robespierre qu'on traduise Madame Élisabeth devant le tribunal révolutionnaire. Elle sera carrément décapitée le lendemain juste après cette espèce de procès, si tant est qu'on puisse parler d'un procès. Madame Royale n'en sait rien, mais cette fois, elle est totalement seule, condamnée à la plus grande angoisse. Elle a peur de tout, mais on peut la comprendre, vous imaginez. Elle a peur des bruits qu'elle entend dans la tour, elle a peur de ses gardes municipaux dont elle n'est pas sûre, elle a peur la nuit, la pauvre. Elle griffonne des petits graffitis sur les murs de ce qui est devenu une geôle terrible à l'aide d'une aiguille. Évidemment, les choses sont terribles, hein. Barras va nommer le citoyen Laurent gardien des enfants de l'ex-roi, et quand il arrive au 2e étage de la tour du Temple, il découvre le petit Louis XVII couvert de vermine, qui est devenu un déchet humain. Louis XVII pour les royalistes, hein, l'enfant du Temple, devrais-je dire. Il va donc s'enquérir, Laurent, de la santé des enfants royaux, faire preuve de beaucoup d'attention à leur égard, et c'est un autre citoyen gomain qui va arriver un peu plus tard et qui va devenir leur protecteur. Mais encore une fois, vous imaginez bien que le petit Louis et la jeune Marie-Thérèse sont complètement séparés. Ils vivent dans une espèce d'attente interminable, une attente d'angoisse sans aucune perspective. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, pour Madame Royale, la vie est devenue très dure. Le 8 juin, on annonce que l'enfant du Temple est décédé, après 2 années de claustration dans des conditions inhumaines, mais elle n'est pas mise au courant, elle ne sait pas que son frère est mort, sauf qu'à l'extérieur, les gazettes s'emparent de la nouvelle. Je parle du 8 juin 1795, c'est-à-dire qu'on est après Thermidor, ce n'est plus la terreur en France, on entre dans le régime du directoire qui commence à voir les choses avec un peu plus de raison d'une certaine manière. Et on commence à demander un peu partout ce qu'on fait de cette princesse. Vous vous rendez compte, toute cette famille complètement ravagée. Il n'y a plus qu'une princesse en vie, il faudrait peut-être la libérer. On va en tout cas améliorer ses conditions de vie au 3e étage de la tour. Le comité de sûreté générale accepte de placer auprès d'elle une femme chargée de lui prodiguer des soins, Madame de Chantraine, et celle que Madame Royale surnomme Rainette, qui va lui apprendre peu à peu et avec tous les ménagements possibles la mort des siens, bien sûr. Et elle reprend néanmoins un petit peu goût à la vie, Madame Royale, grâce à Rainette. On lui octroie des promenades, elle lit, elle brode, elle dessine. Et puis, l'ancien huissier de la chambre de Louis XVI, qui avait suivi la famille au Temple, François Hue, se précipite. Des concerts sont donnés aux fenêtres pour mettre du baume au cœur de la princesse. Bref, on essaie d'adoucir ces conditions. Il faut dire que le directoire s'inquiète évidemment de l'attitude des exilés, notamment du comte de Provence, qui maintenant se fait appeler Louis XVIII depuis la mort de son neveu, bien entendu. Madame de Tourzel va être arrêtée pour conspiration à la sûreté de l'État, vous imaginez. Et Madame de Chantraine est mise au secret, donc il y a de nouveau un raidissement.
On commence à s'inquiéter de la captivité de la princesse. Or, en Europe, les monarchies trouvent que le comportement insistant de Louis XVIII, qui est un roi sans royaume, c'est ce que c'est qu'un roi en exil, sans légitimité, tout ça est un peu insupportable aux yeux des monarchies européennes. L'empereur d'Autriche considère que la fille de Marie-Antoinette doit trouver refuge à Vienne et le directoire va commencer à discuter. On va prévoir un échange entre la princesse et un certain nombre de prisonniers français, dont le fameux Drouet. Vous savez qu'il y avait l'étonnant Drouet qui avait permis l'arrestation de Louis XVI au moment de l'équipée de Varennes. La libération a lieu le 18 décembre 1795, alors que Madame Royale s'apprête à fêter ses 17 ans. Vous imaginez tout ce qu'elle a vécu. 40 mois d'une détention affreuse. Je quitte la France avec regret. Je ne cesserai jamais de la regarder comme ma patrie, dit celle qui a bien écouté ce que son père et sa mère lui ont recommandé. Alors on voudrait la marier avec l'archiduc Charles, le frère de l'empereur François II. Ça, Madame Royale n'en veut pas. Elle le dit à l'empereur, d'ailleurs, dans un entretien qu'elle va avoir avec lui. Elle préfère se rallier à la solution de son oncle qui veut la marier avec son cousin Germain, le duc d'Angoulême, le fils du comte d'Artois, le futur Charles X. C'est pas non plus l'enthousiasme, hein, mais enfin bon, au moins elle est attachée à cette famille. Madame Royale épousera donc le duc d'Angoulême à Mito, dans l'actuelle Lettonie, là où a trouvé refuge Louis XVIII. Elle l'épouse le 10 juin 1799, après avoir passé 4 ans en Autriche, et elle devient à ce moment-là celle qu'on appellera la duchesse d'Angoulême. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle devient un allié au moment du retour de son oncle sur le trône. Louis XVIII rentre en France, vous savez, après l'effondrement du Premier Empire, au printemps 1814, dans le carrosse royal qui parcourt Paris ce jour-là. Madame Royale est là aux côtés de son oncle, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à celui qui était le roi Louis XVI et à celui qui aurait dû être le roi, son petit frère Louis XVII. Elle est là à côté, elle va devenir une sorte d'icône, elle va devenir un peu la statue du commandeur des règnes de Louis XVIII et de Charles X. Et quand, en 1830, la monarchie restaurée est de nouveau déchue par la révolution des Trois Glorieuses qui va mettre sur le trône le duc d'Orléans sous le nom de Louis-Philippe, eh bien, la princesse va repartir en exil, et c'est en exil qu'elle s'éteindra après son second exil en Autriche en 1851 seulement, c'est-à-dire après de 73 ans. Autant dire que Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avait, elle qui était née dans le Versailles de l'Ancien Régime, bien sûr, et qui avait connu toutes ces horreurs de la captivité pendant la Révolution, Madame Royale a connu le chemin de fer, qu'elle est montée en train, mais oui, qu'elle a presque fait partie du monde moderne, tout à fait à son corps défendant.